Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue à Question d'actualité, comme chaque midi sur les ondes de Radio VM. Ici Philippe Labrec au micro. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Malgré la fin de la guerre froide, la question de la menace nucléaire refait surface avec la menace russe, l'augmentation de l'arsenal chinois et les actions de certains États comme la Corée du Nord ou l'Iran. Le film Oppenheimer, sorti en 2023, nous permet de suivre les traces de Robert Oppenheimer, physicien américain et père de la bombe atomique, dans la création de celle-ci. Comment l'humanité en est-elle venue à créer la bombe? Pour en discuter, nous recevons Frédéric Lacroix, essayiste et commentateur et aussi physicien de formation. Monsieur Lacroix, bonjour. Bonjour. Premièrement, quelles sont les découvertes scientifiques fondamentales qui ont rendu possible la conception de la bombe atomique dans les années 40? Il y en a eu plusieurs à partir de la fin du 19e siècle. La découverte de la radioactivité par Henri Becquerel en 1895, les travaux de Marie Curie, les travaux d'Einstein sur l'équivalence entre la matière et l'énergie. Puis là, il y a eu toute une série de physiciens absolument brillants à partir de Curie, de Marie Curie, Becquerel-Curie, en passant par Einstein, Dirac, Werner Heisenberg, Schrödinger, Oppenheimer, bien sûr, Max Born. Il y en a vraiment un grand nombre qui ont vraiment développé toute une nouvelle science qui était la mécanique quantique, qui a permis de comprendre le comportement des particules, des atomes, ce qui a mené à la découverte de la fission nucléaire, donc la fission d'un atome, qui est un processus qui libère de l'énergie, et de la fusion nucléaire, donc le processus inverse de la fusion qui permet aussi de libérer l'énergie. Donc ça s'est fait en quelques décennies à partir du début du 20e siècle. Puis je dirais vers 1938, ils ont prouvé expérimentalement que la fission était possible. Puis à partir de ce moment-là, ils ont compris qu'ils pouvaient construire une bombe avec ça. Donc avec de l'uranium, c'était possible de déclencher une réaction en chaîne, donc des réactions de fission à la chaîne, c'est-à-dire tu provoques une fission qui provoque deux autres fissions, qui provoquent chacune deux autres fissions. Donc, c'est un processus exponentiel. C'est ça la signification de réaction en chaîne. C'est quelque chose d'exponentiel. Et ça, tout le monde le suit en même temps? Toutes les grandes puissances, du moins? Ça a été publié en 1938, là, le nom de la personne qui a prouvé ça m'échappe malheureusement, mais ça a été compris instantanément parce que c'est le principe d'un explosif, la réaction en chaîne, c'est des réactions chimiques, la plupart des explosifs. Là, c'était une réaction nucléaire qui libère beaucoup plus d'énergie. Donc, les gens les plus brillants du domaine ont tout de suite compris que, si on arrive à maîtriser ça, on peut faire une bombe puis d'une puissance vraiment exceptionnelle. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça s'est fait, là, tu regardes les années, là, puis ça se fait en quelques années, ils font des avancées vraiment phénoménales. Donc, ça devait être une époque, scientifiquement palpitante parce que d'une année à l'autre, il y avait des découvertes, des avancées incroyables. Est-ce que c'est l'âge d'or de la physique? Je dirais parce que il y a eu des développements en peu de temps incroyables, puis depuis ce temps-là, je dirais pas que ça stagne, c'est pas vrai, mais à mon sens, il y a pas de développement aussi fondamentaux qui se sont faits depuis ce temps-là. Il y a des raffinements, etc. Mais c'était plus excitant, je pense, à l'époque. Et vous avez parlé d'une réaction nucléaire en chaîne. Pourquoi est-ce qu'elle est supposément si difficile à maîtriser et même à créer? À créer, ça prend des conditions très particulières. Faut réunir suffisamment d'atomes qui sont fissibles. Donc ça, c'est un isotope la plupart des atomes peuvent être fissibles, mais certains plus difficilement que d'autres. L'uranium est fissible de façon, disons, ça prend une énergie assez faible, sauf que ça prend un isotope particulier de l'uranium pour qui a une plus grande probabilité de fission. Donc, il faut réunir assez d'isotopes d'uranium 235 là, d'un certain poids atomique dans un endroit assez restreint. Donc, faut avoir une certaine masse critique de cet isotope-là particulier qui existe dans la nature, mais qui est assez rare. Donc, faut réunir ça, puis après ça, le bombarder de neutrons, puis réunir les conditions. Puis c'est pas simple à faire. Donc, juste si on regarde
juste se procurer l'uranium-235. C'est un minerai. L'uranium, ça vient sous forme de divers isotopes. Le plus courant est moins susceptible d'être fissible. Donc, il faut le raffiner. C'est un processus industriel L'enrichissement. extrêmement... Oui, il faut l'enrichir. Donc, aller extraire l'isotope qu'on veut. Ça, c'est un processus industriel qui demande tu sais, une quantité d'énergie puis de minerais énorme. Ça a été je pense, la partie la plus difficile dans réaliser la bombe, c'est d'avoir assez d'isotopes fissibles. Donc, c'est pas quelque chose qui est simple à faire. Puis une fois que c'est parti, donc, il faut que les conditions pour que la réaction en chaîne se maintienne soient réunies. Et il faut, si on a trop d'isotopes dans un endroit trop restreint, là, ça va faire une bombe. Mais si, tu sais, on n'a pas la masse critique, on a juste la masse critique, c'est une réaction qui va s'auto-entretenir. Donc, on peut avoir soit quelque chose qui part puis tu sais, qui explose, soit une réaction qui s'entretient à un rythme assez constant. Ça, c'est un réacteur nucléaire. Donc, Ah ouais, ok. les deux peuvent être contrôlés, mais ça prend, par exemple, ça prend des modérateurs pour les neutrons. C'est les neutrons qui provoquent la réaction. Donc, si on veut ralentir la réaction, ça prend des modérateurs, des trucs qui viennent absorber les neutrons. Ça, c'est du graphite, c'est des barres. Donc, on voit dans le film Tchernobyl, par exemple, ils n'arrivent pas à insérer les barres de modérateurs dans le réacteur. Puis c'est pour ça que le réacteur devient une bombe finalement, parce qu'ils n'arrivent pas à modérer la réaction en chaîne, donc à la ralentir. Le film Oppenheimer évoque les calculs liés, supposément, à l'ignition de l'atmosphère. Donc, la Terre entière aurait pu, théoriquement, d'après certains à l'époque, prendre feu grâce à la première réaction nucléaire provoquée à l'époque. Est-ce que c'est farfelu ou le danger était réel la première fois qu'ils ont fusionné l'atome? Ouais, moi je dirais là, je suis pas un expert, je suis pas un physicien nucléaire spécifiquement, donc je réponds comme physicien mais un peu profane. Ouais, mon interprétation de ça, c'est que c'est peut-être un truc qui était théoriquement possible de façon très très marginale, mais je pense pas que ça a été une inquiétude réelle parce que comme je disais, produire la réaction en chaîne, c'est pas si simple. Ça prend des conditions spécifiques, faut avoir des trucs fissibles, les conditions de géométrie, d'espacement sont très critiques, donc penser qu'on va faire une réaction en chaîne dans l'atmosphère, ça me semble un peu tiré par les cheveux, mais je pense que dans le film de Christopher Nolan, c'est très bien utilisé parce que c'est comme quelque chose qui revient tout au long du film puis qui sert à faire le lien, par exemple, entre Oppenheimer et Einstein et la notion de on va détruire le monde avec cette technologie-là. Donc, il utilise cette image-là on va mettre le feu à l'atmosphère si on veut, puis ce que ça signifie, c'est qu'on détruit le monde. Donc ça revient à la fin du film, puis ça permet de boucler tout le film. Donc c'est très habilement utilisé, mais je pense que c'est pour les besoins de la cause. Ouais, d'accord. Je pense que de mémoire, Einstein dit à Oppenheimer, avec ta physique quantique, t'es dans les probabilités. Là maintenant, soudainement, t'as besoin de certitude à 100%, et là tu l'as pas. Ouais, ben ça c'est un petit clin d'œil de la rivalité entre Einstein et Bohr, qui est un des figures majeures de la mécanique quantique, qui est un truc probabiliste, puis Einstein il était plus de l'école déterministe, donc c'est-à-dire qu'on va calculer ça se passe ou non, puis la physique quantique c'est toujours des probabilités, donc Einstein, il a dit la phrase célèbre Dieu ne joue pas au dé. Ouais. Puis là, Niels Bohr a répondu, qui êtes-vous pour dire à Dieu ce qu'il doit faire? Mais qui a eu raison finalement? Ben, on n'a pas, je pense qu'on n'a pas la réponse à ça, là. Toujours pas? Il y a toujours un débat entre les déterministes et les probabilistes? Ben non, mais c'est-à-dire que la mécanique quantique s'est imposée parce qu'elle fonctionne de façon superbe, là. C'est-à-dire que non, il y a pas ce débat-là, mais tu sais, c'est quoi le fondement de la réalité? Ça, on le sait toujours pas, puis on le saura probablement jamais. Mais la mécanique quantique, c'est quelque chose qui a permis des avancées incroyables dans toutes sortes de domaines, puis c'est une théorie, tu sais, d'une précision inégalée, donc ça fonctionne. Puis on a beau ne pas aimer les probabilités, ben ça permet de prédire toutes sortes de phénomènes, on les vérifie à un degré d'exactitude incroyable, puis tu sais, on n'a pas de meilleure théorie à date.
Dans le film, on voit Werner Heisenberg, un Allemand, qui a finalement mené, si on peut dire, le programme nucléaire allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a échoué. Le film parle très peu d'Heisenberg et joue un rôle extrêmement mineur. Mais la question s'est posée par des historiens, par des gens qui ont étudié la Deuxième Guerre mondiale, à savoir est-ce que les Allemands sont pas assez proches de développer la bombe en premier? Parce qu'on le voit dans le film d'ailleurs, Oppenheimer et les Américains ont la crainte jusqu'à un certain point que les Allemands sont peut-être en avance sur leur propre programme et découvrent que finalement non. Mais à quel point est-ce que les Allemands sont pas assez proches, scientifiquement parlant et techniquement parlant, de réussir à concevoir une bombe nucléaire avant les Américains? Ben, c'est la peur que les Allemands développent la bombe, c'est ce qui a donné l'impulsion au développement du projet Manhattan, donc au développement de la bombe américaine. C'est la lettre d'Einstein et de Leo Szilard qui ont écrit pour dire que les Allemands travaillent là-dessus. Puis il faudrait pas se laisser dépasser parce que ça serait dangereux. Donc ça a donné l'impulsion, mais ce qu'il faut comprendre, puis là j'en parlais tantôt, le défi, un des défis majeurs, c'était de réunir assez d'uranium fissible ou de plutonium pour fabriquer des bombes. Ça demande une capacité industrielle vraiment titanesque. Les seuls qui avaient la capacité industrielle suffisante durant la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les Américains. Les autres pays n'étaient pas en compétition, n'étaient pas capables d'enrichir l'uranium suffisamment pour produire des bombes. Les Allemands n'étaient pas dans cette catégorie-là. Donc, ils n'avaient pas la capacité industrielle. Puis comme De Gaulle l'a dit, la Deuxième Guerre mondiale, c'était un combat de capacité industrielle. Et je pense qu'il a dit ça dès 1940. Puis celui qui a la plus grande capacité industrielle va gagner en disant les Américains vont finir par gagner, tu sais, qu'on le veuille ou non. Donc, le programme nucléaire allemand, en fait, il n'a jamais été... De ce que je comprends, ils ont jamais rien produit de notable. Il y a pas eu d'effort sérieux de développement de bombes. Ils ont fait un petit réacteur nucléaire expérimental, puis c'est à peu près tout. Ils avaient pas de moyens. Ils avaient pas la base industrielle pour faire ça, parce que quand on compare à ce que les Américains faisaient, les Américains, là, dans le projet Manhattan, ils ont eu 130 000 employés au sommet. Pardon. Au sommet de l'activité, ils avaient 130 000 personnes qui travaillent sur ce projet-là. Ils ont dépassé 2 milliards de dollars. Donc, c'est des... À l'époque, ce qui est aujourd'hui largement à l'époque, plus. C'est ça. Fait que c'est des sommes colossales de nombreuses usines, etc. Puis les Allemands, ils étaient pas du tout dans la même ligne. Donc, c'était une peur qui a donné l'impulsion, mais il y a jamais eu de travail sérieux du côté allemand. Pour développer une bombe. Donc, ils étaient très, très loin de ça. Même si Werner Heisenberg était un physicien extrêmement brillant, il aurait pu probablement, s'il avait eu les moyens, développer une bombe, mais il n'avait pas les moyens. Donc, ça n'a jamais rien donné. La question éthique se pose pour les scientifiques qui travaillent sur ce genre de projet. J'ai pensé dernièrement, là, en me préparant le sujet, à l'intelligence artificielle et les craintes que certains ont et le manque de réglementation mais de limites éthiques sur le développement de l'intelligence artificielle. En 1 minute, c'est court, mais quel rôle l'éthique joue dans le développement et la recherche scientifique? Toute une question en 1 minute auquel on ne peut répondre, mais ce qu'on voit, c'est que si ça peut être développé, ça va être fait. C'est pas mal ce qu'on voit. Il y a les limites éthiques. Les barrières éthiques ne tiennent pas longtemps. Il y a peut-être juste le clonage où ça tient encore un peu. Je pense que les Chinois l'ont fait. Là. Clonage humain, je crois que ça a été fait. C'est la rumeur, mais ça, j'ai pas vérifié. C'est peut-être pas prouvé, là, mais... Comme la bombe à fusion, il y a eu la bombe à fission, ils l'ont fait prochain Manhattan. La bombe à fission, ça a été fait après, même si stratégiquement, ça a peu de valeur. Ça a été fait parce qu'on pouvait le faire. L'intelligence artificielle, à mon avis, tout ce qui va pouvoir être fait va être fait. Puis, les conséquences éthiques ou les limites de ça va passer à l'étage politique. C'est pas les scientifiques qui vont décider ça. Ben, sur cette note positive, Frédéric Lacroix, essayiste et physicien, merci. Merci. À tous ceux qui nous écoutent, merci également. Soyez des nôtres demain à la même heure. À la technique, Lysandre Duplay. À l'animation, moi-même, Philippe Labrec. Et on vous invite à rester sur les ondes de Radio-VM.